Elle a commencé le rugby à une époque où le rugby était loin de devenir un sport pour les filles. C'était une petite qui adorait le contact. Elle adorait énormément plaquer. Notre invitée a depuis peu 28 ans. 3e ligne ou 3 quarts, si on parle de rugby à 7 ou à 15, de Blagnac-Saint-Orens. Mais moi, ça me paraissait tout à fait logique et classique que je fasse du rugby comme j'aurais pu faire de la danse ou du foot ou du handball, quoi. International à 7 et à 15. Et ça n'est pas commun. Et notamment 3e de la Coupe du Monde 2014. L'équipe de France, pour moi, c'était très loin. Mais les premières fois que j'ai été appelée, j'ai pleuré. Je pensais ne pas avoir le niveau. Et oui, c'est Marjorie Mayence qui nous accompagne aujourd'hui. Souvent, dans les jeunes catégories, on se mélange, garçons et filles, pour jouer ensemble. Marjorie a commencé comme cela, en suivant son frère et en se mêlant aux garçons. Je suis Frédéric Viard, vous écoutez Premier Crampon, podcast présenté par Orange. Nous allons vous amener là où on aime le rugby, celui que nous vivons tous au quotidien. Le rugby de notre enfance, le rugby de nos premiers crampons. On va parler de rugby amateur, et la racine d'amateur, c'est aimer. Bonjour Marjorie Mayence. Bonjour. Que représente pour vous le rugby ? Une histoire d'amour ? Le rugby, pour moi, c'est ma passion. J'ai commencé toute petite, donc c'est effectivement là mon métier, mais c'est surtout le sport que j'adore et je trouve que c'est un sport qui mérite d'être plus connu et je pense que tous les gamins devraient profiter des valeurs qu'il porte, quoi. En quoi il vous correspond, ce rugby ? Je sais pas, je trouve que c'est un sport très polyvalent et j'aime le fait que toutes les personnes soient concernées par le sport. J'aime le fait qu'il y ait plein de gabarits différents. J'aime le fait que toutes les personnalités aient leur place. Et voilà, j'aime un peu ce mélange que crée le rugby, que crée le sport en général, quoi. Mais tout ça, on l'a à 9 ans, quand on va sur le terrain pour la première fois ? C'est ça qu'on y trouve ? Non. C'est quoi vos premiers souvenirs rugby ? Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite ? C'est pas le fait que tous les gabarits... Ça a été vraiment l'ambiance, mais vraiment une espèce d'osmose. Quand on est gamin, on veut jouer avec les copains, les copines, et on fait plein de choses, quoi. Sur le terrain, on fait plein de choses. On peut jouer à la main, on peut jouer au pied, on fait des crochets, on plaque, on court. Et je crois que c'est ce qui est très divertissant pour des enfants, quoi. Alors, vous parlez d'enfants, on a une première question de la part de Taïna. Marjorie, grâce à qui tu as commencé le rugby ou grâce à quoi ? Écoute, c'était mon petit frère qui faisait du rugby. À l'époque, moi, je faisais du tennis. Et malheureusement ou pas, à l'époque, la tempête à Paris avait un peu détruit le cours de tennis. Donc j'ai dû faire un autre sport. Et en allant voir mon petit frère, je me suis dit « Oh, mais ça a l'air sympa ». Il y avait déjà une fille qui jouait avec les garçons. Et les dirigeants, très gentiment, m'ont dit « Tu veux essayer ? Tiens, on te prête une paire de crampons, un short. » Et depuis, j'ai pas lâché, quoi. Vous n'y aviez jamais joué avant ? Vous l'aviez vu jouer ? Non, je crois pas. Je crois que j'avais même pas regardé de match à la télé. Non, franchement, je savais que mon père avait joué au rugby, mais c'était pas un sport qui m'avait interpellée. Ça vous a pas inquiété de commencer avec des garçons ? Mais pas du tout. Et en fait, tout le monde avait trouvé ça tellement normal. Et j'étais dans un contexte, mon père m'avait dit vas-y, si tu veux faire du rugby, fais du rugby. Et dans mon cercle familial ou dans le club, il y a personne qui s'est posé la question est-ce que c'est normal que Marjo fasse du rugby parce que c'est une fille ? Et finalement, ça m'a semblé tout à fait normal, jusqu'à ce que des personnes extérieures me disent « mais c'est bizarre pour une fille ». Mais moi, ça me paraissait tout à fait logique et classique que je fasse du rugby comme j'aurais pu faire de la danse ou du foot ou du handball, quoi. Quelle place le sport avait dans votre vie, dans votre enfance à l'époque ? J'en faisais beaucoup. J'aimais beaucoup me dépenser. Je faisais du sport à l'école, dans la cour. J'adorais aller aux entraînements. Ça n'a jamais été un objectif vraiment de perf, même si j'ai toujours été un peu compétitrice, mais c'était plus un moyen d'être bien et de m'amuser, quoi. Donc vous avez suivi votre frère ? Ouais. Alors c'est cocasse parce qu'on a une jeune fille qui a vécu la même chose. Mon frère, il en faisait déjà et j'avais pas trouvé de sport que j'aimais vraiment. Et du coup, dès qu'il jouait, j'en avais plein les yeux et j'ai voulu essayer, j'ai adoré. Alors, comme Suzy, vous avez suivi votre frère. Il fait quoi, votre frère, aujourd'hui ? Mais mon frère, il a fait que 3 mois de rugby, finalement. Parce que c'était mon père qui l'avait un peu forcé à faire du rugby pour qu'il fasse un sport. Et lui, il a pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout, quoi. Il faisait le con avec son copain. Ils étaient 2 là, à pas aimer le rugby. Donc, ils se prenaient des tours de terrain aux entraînements parce qu'ils voulaient pas écouter les consignes. Et voilà, il a fait 3 mois, il est parti.
Mais c'est quelque chose que vous recommanderiez aujourd'hui? Faites du sport en famille? Pourquoi pas, ouais, je pense que ça peut être super sympa. Moi, j'ai pas eu la chance de le vivre longtemps avec mon frère, du coup. Mais effectivement, j'ai plein d'exemples où deux sœurs, ou à l'époque, frères et sœurs jouaient ensemble et ça paraissait être quelque chose d'hyper sympa à partager. Ouais. Il y avait des sportifs que vous regardiez avec des grands yeux à l'époque? À l'époque, pas du tout, non. Moi, Quel que soit le sport? Ouais, je faisais vraiment du sport, moi, pour m'amuser, pour y trouver du plaisir, mais je regardais pas spécialement la télé, j'imagine, à l'époque. Du coup, vous vous retrouvez en club. Quels sont vos premiers souvenirs de club, vos premiers souvenirs d'équipe, au-delà de la découverte de ce sport? Mais ça a été plusieurs, pas de grandes victoires. C'est vrai, quand j'ai commencé à Noisy-le-Sec, je me rappelle pas avoir gagné des championnats de France ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment cette ambiance sur les tournois de jeunes et le fait de partager beaucoup de choses avec les copains, quoi. Je me sentais tellement intégrée et je me rappelle de quelques matchs. Je me rappelle de quelques actions. Je me rappelle parfaitement le stade où on jouait. Comment il était, ce stade? Mais c'était un joli stade, franchement, Noisy-le-Sec, le stade du Vier. C'était vraiment un endroit hyper convivial. Je me rappelle qu'on faisait des roulades sur le bord entre les matchs, sur le bord du terrain, quoi. C'était avec les parents qui étaient là pour regarder? Et les parents qui étaient là pour regarder, ouais. Mon père qui m'avait dit très jeune, bon Marjo, de toute façon, t'es plus petite que les autres, t'es plus mince, donc plaque aux jambes, sinon les gars, t'arriveras pas à les faire tomber. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à bien aimer défendre, d'ailleurs. Et papa qui était sur le terrain, qui était très discret, mais qui regardait sa fille jouer, quoi. Les voyages en bus? Ouais, voyages en bus. À l'époque, quand on était gamin, on n'allait pas très loin, mais ça, je l'ai connu plus tard, quand je suis montée en senior, quoi. Mais on restait quand même dans la région parisienne. Il y a une certaine discipline qui va avec le rugby. C'est quelque chose qui vous a plu aussi tout de suite ou pas? Ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien un peu la hiérarchie, qui aime bien ce qui est dans les règles. J'aime qu'il y ait un capitaine d'équipe, j'aime écouter l'entraîneur et qu'un groupe fonctionne en écoutant des consignes pour que tout le monde aille dans le même sens et que tout le monde ait le même but à la fin, à gagner et faire quelque chose de bien, quoi. On écoute votre premier entraîneur, Eric Schlegel, qui a un avis là-dessus. C'est une joueuse qui écoutait et qui respectait les consignes. Il est clair qu'elle était très très attentive et même si les consignes de jeu étaient pas importantes, elle se faisait un plaisir de les appliquer, quoi, vraiment et sans difficulté. C'est vraiment ce qui vous revient encore aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai toujours été une élève plutôt appliquée et à l'écoute. Petite, mais en plus Eric était c'était mon premier entraîneur. Et quand les garçons ne les écoutaient pas, il était plutôt sévère. Donc moi, je m'amusais pas à faire l'idiote. Et je me régalais à écouter les consignes, à les appliquer. Et oui, j'étais plutôt studieuse quand même. C'est quelque chose qu'il faut quand on est formateur, avoir cette autorité, cette volonté de respecter un petit peu les bases du jeu pour donner envie? Ouais, je sais pas si c'est l'autorité qui est nécessaire. En tout cas, je crois que les très bons entraîneurs sont ceux qui savent véhiculer un message, ceux qui savent porter vraiment tout ce qu'ils ont en eux et qui savent le véhiculer, qui savent le transmettre. Je crois que c'est le plus important. Si on est autoritaire mais qu'on n'a pas cette manière de transmettre aux jeunes, ça fonctionne pas. Je crois que la plupart des entraîneurs sont des passionnés et c'est pour ça que les enfants ou que les joueurs ou les joueuses écoutent les consignes parce qu'on sent que l'entraîneur est impliqué, passionné et on a tout de suite envie de suivre quelqu'un qui est tellement impliqué dans son sport, quoi. Comment vous définiriez un bon formateur? Je pense que d'abord, faut être passionné forcément et qui sait transmettre vraiment. Je pense qu'il y en a qui arrivent à se démarquer parce qu'ils arrivent à transmettre leur projet de jeu, à transmettre leurs valeurs et qui arrivent à se renouveler. Je crois que c'est ça aussi la force d'un entraîneur, c'est arriver à passionner des gens, mais le faire sur une longue durée, c'est toujours plus compliqué. Nous, par exemple, on a David Courtex qui nous entraîne depuis 10 ans. Et je crois qu'une de ses grandes forces, c'est ça, c'est que même au bout de 10 ans, on arrive toujours à être hyper à l'écoute. Et il arrive à nous tenir en haleine encore des années après, quoi. Vous avez croisé dans votre carrière, même si vous êtes encore jeune, aujourd'hui des jeunes filles ou des joueurs qui ont commencé très tôt, puis d'autres filles qui sont arrivées plus tard, vous le racontiez. Il y a un bon âge
pour commencer? Il y a un âge limite pour commencer à jouer au rugby? Non, je crois pas. Après, forcément, quand on veut atteindre le haut niveau, plus on a de base, mieux c'est, même si je pense que beaucoup de sports sont très formateurs, notamment de l'athlétisme, des sports qui demandent de la course. Quelqu'un qui court très vite au rugby, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est bien au rugby, c'est que beaucoup de profils ont leur place. Et quelqu'un qui a commencé le rugby très jeune va avoir cette vision de jeu, va avoir ce sens du jeu que quelqu'un qui a commencé à 18 ans n'aura pas. Par contre, un athlète qui vient au rugby à 18, à 20, à 22 ans, il n'aura pas cette vision de jeu, il n'aura pas ce sens du jeu, il va mettre plus de temps à l'acquérir, mais il aura par contre une condition physique et sûrement une vitesse qui aidera pour le rugby. Donc je crois qu'il n'y a pas d'âge. Après, le commencer tôt, c'est toujours bien parce que je pense que c'est un sport de valeur et un sport collectif qui apporte beaucoup. Mais on peut commencer bien plus tard sans problème. Et c'est quelque chose qui vous donne envie aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes qui jouent, d'essayer de leur transmettre, quand il y a des enfants qui viennent voir l'équipe de France jouer ou qui viennent aux entraînements de l'équipe de France, vous dites tiens, quelque part dans votre tête, j'aurais envie un jour de transmettre tout ça? Ouais, c'est vrai que là, on sent qu'on a un impact sur les jeunes générations, notamment sur les petites filles. Et moi, en fait, au-delà du rugby, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que ces jeunes, ils vont apprendre plein de choses, ils vont découvrir des choses très fortes, des émotions hyper fortes, elles vont créer des amitiés, ils ou elles vont créer des amitiés super fortes, ils ou elles vont apprendre à connaître les personnes, parce qu'au rugby, c'est ça aussi, c'est apprendre à gérer un groupe, apprendre à gérer avec tous les individus pour former quelque chose de collectif, pour former une espèce d'osmose, pour travailler ensemble dans un même but. Donc je crois que c'est surtout ça qui est intéressant, au-delà du sport en lui-même, arriver à s'intégrer dans un groupe, comme on doit le faire plus tard dans la vie, dans le monde du travail. Vraiment que chacun apporte ses propres compétences au sein d'un collectif et au sein de l'intérêt commun, quoi. Vous avez préparé des fiches avant l'interview, parce que je trouve très pointu, très posé déjà. C'est une réflexion que vous faites régulièrement? C'est pas une réflexion que je me fais régulièrement, mais c'est vrai, on travaille pour gagner et du coup on travaille pour former un groupe. C'est quelque chose qu'on a appris depuis quelques années et qu'on essaye de transmettre en fait aux plus jeunes, quoi. Vous êtes une capitaine dans l'âme? Non, pas spécialement. Non, je n'ai jamais été très capitaine. De temps en temps, ça m'est arrivé, mais... Mais en revanche, vous prenez la parole dans un groupe? Ouais. Depuis toute petite? Non, pas depuis toute petite. J'étais plutôt timide à l'époque. Depuis que vous êtes sûre de vous en tant que joueuse de rugby? Je sais pas. Non, pas forcément non plus, parce que je suis pas forcément plus sûre de moi en tant que joueuse de rugby, mais... Non, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai un côté plutôt... une personnalité plutôt timide à la base, mais j'ai appris à le faire, on va dire. Parce qu'il faut à un moment donné prendre ses responsabilités quand ça fait des années qu'on est sur le terrain, même si nous on n'a pas vraiment confiance. Je crois que c'est important aussi de parler et d'aider les autres, donc j'ai pas eu trop le choix. Même si c'est pas un plaisir de base, je crois que c'est important de le faire pour l'équipe, quoi. Puis ça peut permettre peut-être d'évacuer la pression. On a à ce sujet Mathis qui a une question pour vous. Marjorie, toi quand tu étais petite, tu ressentais quelle émotion avant d'aller dans un entraînement? J'ai pas de repères hyper précis, mais je crois que j'étais surtout hyper contente d'y aller, quoi. Le plaisir, ouais. C'est le maître mot. C'était vraiment le plaisir, quoi. Je m'étais jamais trop posé de questions. Même faire du rugby à haut niveau, ça m'avait jamais vraiment effleuré l'esprit, quoi. Je faisais pas le rugby pour être championne du monde, être en équipe de France, je faisais du rugby pour m'éclater, quoi. Donc j'allais à l'entraînement avec plaisir et moi je me rappelle que si je loupe un entraînement, c'était un peu... J'étais pas contente, quoi. D'accord, il n'y avait pas forcément de sanctions derrière de la part de l'entraîneur, mais c'était vous-même qui vous mettiez là. Ouais, voilà, moi je voulais absolument y aller. Si un jour je pouvais pas y aller parce que je sais pas, je partais avec mes parents quelque part ou quoi, j'étais vraiment énervée. Et le plaisir est toujours aussi présent d'aller à l'entraînement? Ouais, après il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres parce qu'on s'entraîne tous les jours et que maintenant il y a vraiment la recherche aussi de la performance qui est très importante. Mais je crois que le jour où vraiment je prendrai plus du tout de plaisir, je pense que j'arrêterai parce que si on m'a pas arrêté avant d'ailleurs. Mais je crois que ça fait quand même partie du rugby, quoi, prendre plaisir avec ses amis. Et je crois que si on n'est pas bien dans sa tête, on sera pas bien sur le terrain. Donc ça va un peu ensemble. On va écouter celle qui est devenue votre meilleure amie. Elle va nous dire, et vous allez nous dire si elle a raison ou pas, que c'était pas forcément gagné dès le départ. C'est sûr. Au tout début, c'est vrai que je n'aurais pas parlé gros sur elle, parce que feignante comme elle était, c'était une très bonne joueuse, mais elle était bien trop feignante et très peu rigoureuse finalement. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une autre personne. Il n'y a pas plus rigoureux qu'elle. C'est une bosseuse, elle est acharnée. Et c'était pas du tout cette Margot-là avec qui j'étais en internat. C'est vraiment quelqu'un de très
carré, très déterminé en fait. Comment on passe de Marjo feignante à Marjo travailleuse? Ça s'est fait petit à petit. Hein. C'est vrai que, comme je le disais, moi je faisais du rugby pour m'amuser. Donc quand je suis rentrée au pôle et qu'on m'a dit maintenant faut que tu ailles courir et faire des séances de physique, j'avais pas vraiment envie, quoi. Franchement, moi si j'avais voulu courir, j'aurais fait l'athlétisme. Donc du coup, quand j'étais jeune, je me disais de toute façon moi le rugby, je veux pas en faire mon métier, je le fais pour m'amuser. Donc aux entraînements, ça se passe bien, si je suis contente, je m'entraîne, j'écoute les consignes parce que j'aime ça. Mais aller faire des séances de physique à côté, ça me coûtait un peu, quoi. Quand il y avait des tests physiques, dès que j'avais mal aux jambes, je m'arrêtais. C'était un peu compliqué. Et il y avait notamment Alex qui est actuellement ma meilleure amie, qui me disait mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Je dis si, moi le rugby c'est pour m'amuser, c'est tout, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être prise en sélection, à trouver vraiment du plaisir. Prise en sélection malgré l'absence de travail? Oui, parce que c'est vrai que j'avais commencé le rugby très jeune comparé à beaucoup d'autres filles, donc j'avais quand même des bases rugbystiques plutôt solides. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre conscience que si je voulais m'amuser plus sur le terrain, il fallait que physiquement je sois plus en forme. Et quand j'ai commencé à être avec l'équipe de France, que ce soit les moins de 20 au début ou après l'équipe de France senior, quand tu fais partie d'une équipe, finalement, tu peux pas tricher. Donc quand tu as des séances de physique à faire, même si tu n'as pas envie d'y aller, tu y vas parce que les copines s'entraînent et que toi, tu peux pas dire moi je joue bien au rugby, ça suffit, et par contre, c'est les autres qui iront courir, quoi. Ça vous est arrivé à un moment, les autres qui vous ont dit Marjo, tu fais pas le boulot nécessaire pour nous aider, nous, sur le terrain? Non, ça m'est jamais arrivé parce que je crois que j'ai toujours été quand même dans les clous. Là, à l'époque, au pôle, c'était les entraîneurs qui me disaient Marjo, là, sur les séances de physique, fais un effort, quoi. Mais sur les matchs, j'ai jamais triché. Sur les entraînements rugby, j'ai jamais triché non plus. Mais voilà, petit à petit, j'ai commencé vraiment à prendre conscience que pour aller plus loin et pour m'éclater, il allait falloir que je me fasse un peu mal sur des séances de course et tout ça. Donc, c'est venu au fur et à mesure et je crois que j'ai réussi à plutôt bien m'adapter au travail demandé, quoi. Elle nous a dit aussi, Alex, que vous étiez une sacrée déconneuse et que vous avez pris un paquet de paires de claques sur les cuisses parce que vous n'arrêtiez pas de l'embêter. Racontez-nous ça. Du coup, on était à l'internat, donc les premières années lycée, où on est toute la journée avec les copines. Donc moi, j'étais avec mes copines en cours. Le soir, on les retrouvait à l'internat. Et Alex, c'était la génération au-dessus de moi. Enfin, elle avait un an de plus que moi. Donc on était les petites jeunes et du coup, on s'amusait à embêter les vieilles, quoi. Sauf que, Comment on embête les vieilles? Rien de bien méchant, hein, mais quand elle voulait faire quelque chose, être tranquille, on arrivait dans la chambre, on lui retournait le lit, on mettait ses affaires partout dans la chambre, on les cachait au plafond, là, sous les fausses plaques. Et voilà, on s'amusait comme des gosses, quoi. Et souvent, par contre, on prenait la grêle, mais souvent le soir même, hein. Parce que des fois, on s'amusait à nous réveiller en pleine nuit, à nous foutre du shampoing, du gel douche partout sur la tête. Elle nous mettait 6 réveils pendant la nuit pour qu'on se réveille toutes les heures. Mais bon, ça reste de très, 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 très beaux souvenirs. On en rigole encore quand on se voit avec les anciennes, quoi. Le rugby, c'est les amis pour la vie? Et franchement, ouais. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et en y réfléchissant, mes meilleurs amis, c'est au rugby, quoi. Même du début à 9 ans? Là maintenant, c'est des gens que je revois moins, mais il y a quand même des personnes avec qui j'ai gardé contact et qui j'ai le numéro, on s'écrit de temps en temps. Là, du club de Noisy-le-Sec, mon ancien entraîneur, sa fille jouait avec moi. Et voilà, on s'était revus il y a 2-3 ans, on se parle encore de temps en temps sur les réseaux sociaux, par message. Alors justement, on a un message pour vous de votre premier entraîneur. Oui, Marjo, écoute, t'as offert tes jolis maillots à Polo. Je suis vraiment jaloux de ça. En tous les cas, si un jour t'as l'occasion de m'en dédicacer un et de me le faire parvenir, ce serait vraiment avec grand plaisir. Je t'embrasse. Voilà, vous êtes battu, hein. Ouais, le message est passé. C'est vrai que j'avais filé un maillot à Paul parce que c'était, j'avais commencé le rugby avec elle et tout. Et son père qui était mon premier entraîneur. Va falloir lui donner un maillot. Bah ouais. Et si on va un peu plus loin, c'est cet enracinement-là vous a aidé quand vous vous êtes senti un petit peu déraciné en partant loin? Vous aviez besoin de cet ancrage-là quelque part, de vous dire que vous aviez des points de repère, votre premier entraîneur, vos meilleurs amis qui étaient là pour vous aider quand vous vous retrouviez tout seul en centre de formation ou parti pour faire une carrière sans les autres, entre guillemets? Je sais pas, parce que j'étais très jeune quand je suis partie de Paris, donc j'avais pas encore
je suis partie, je suis allée dans un autre collège, dans un autre club, tout s'est fait un peu vite. Et finalement, j'ai toujours été super bien intégrée par que ça soit au collège, au lycée ou dans mon club de rugby. Quand je suis arrivée à Tournefeuille après Paris, j'avais vraiment très peur parce que j'avais construit mes bases effectivement en région parisienne et dans ce club-là. Mais j'avais peur de ne pas savoir comment ça allait se passer. Finalement, j'ai toujours été super bien intégrée. J'ai eu la chance d'avoir que des entraîneurs, j'ai l'impression, dans ma carrière que j'ai aimé, que j'ai apprécié, avec qui je me suis bien entendue. Donc c'est toujours... j'ai jamais eu vraiment de difficultés dans mes clubs ou au centre de formation. Mais parfois, vous avez eu un petit peu de doute quand même sur votre capacité à réussir ou pas ? Mais en fait, c'était pas vraiment un objectif que je m'étais fixé. L'équipe de France, pour moi, c'était très loin. Mais les premières fois que j'ai été appelée, j'ai pleuré. Je pensais ne pas avoir le niveau. Du coup, j'ai été une tristesse. Je me suis dit, mais j'ai pas le niveau, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je suis avec des filles super fortes. Enfin, je comprenais pas, quoi. Donc, j'étais très stressée. Donc, finalement, le fait que mon but n'était pas le haut niveau à la base a fait que je prenais les aventures comme elles arrivaient. Je prenais les sélections comme elles arrivaient. Mais c'est presque un peu antinomique de vous dire... Arrivé en équipe de France, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place et donc de me rajouter du stress, mais en même temps de vous dire mais j'avais pas de stress puisque c'est pas quelque chose que j'ambitionnais. Mais parce qu'une fois que j'y étais, du coup, je voulais absolument, je voulais pas passer pour une bille, je voulais pas mettre en échec une équipe parce que quand on fait des oppositions, on est dans une équipe. Je me disais non mais je vais pas être nul et faire perdre mon équipe en gros. Mais ouais, après l'envie de performer vraiment avec l'équipe de France est venue bien plus tard. Mes premières sélections pour moi c'était en gros, je sauve ma peau, j'essaye de faire ce que je peux quoi, en tant que joueuse moins bonne, mais j'essayais de donner le maximum pour pas être ridicule. Quoi. Alexandra nous raconte ses premiers moments. Je me rappelle encore de cette Marjo qui m'appelait désespérée, qui me disait « Ah mon Dieu, en équipe de France à 7, mais je vais être à la rue, je vais être ridicule ». Ça, cette peur d'être ridicule, ça a toujours été assez prépondérant chez elle. Elle a jamais eu envie d'être ridicule et c'est pour ça qu'elle a toujours fait un taf énorme pour être à la hauteur de chaque rendez-vous en fait. Ouais, voilà. Ouais. Sans elle, vous auriez eu du mal à passer le cap parce qu'elle dit qu'en fait que par moments vous appelez presque même tous les jours. Ben ouais, parce que je vivais tellement mal mes sélections et elle à l'époque voulait vraiment. Elle était douée au rugby et son but c'était l'équipe de France. Donc du coup moi qui étais un peu dans un esprit un peu contraire quoi, enfin, en tout cas beaucoup plus je m'en foutiste qu'elle. Quand j'ai commencé à être sélectionnée, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin en fait de quelqu'un qui me dise mais non mais en fait t'es pas nul quoi. Continue fais ce que tu sais faire, joue au rugby quoi, mais c'était un peu difficile, quoi. Est-ce que l'ambition, du coup, est venue en mangeant, pourrait-on dire, en enchaînant les sélections à 7, à 15, en voyant que votre place était là, parmi les autres, l'ambition est venue à ce moment-là, du coup, si j'y suis, c'est pour faire quelque chose ? Ouais, je crois que c'est venu vraiment, petit à petit, mais ça a été, c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours être sélectionnée entre guillemets. Et mais c'est vrai qu'à chaque sélection, je me disais mince, est-ce que je vais être prise même après 4-5 ans de sélection tout le temps. Mais ça veut dire que vous aviez envie d'être prise. Mais au début non, mais au bout de 4-5 ans, pendant 4-5 ans, j'avais été sélectionnée tout le temps et je me posais encore la question, moi, est-ce que je vais être sélectionnée ? Je sais pas quoi. Donc c'était un peu un peu spécial comme sentiment. Mais oui, au bout de 2-3 ans de 2 ans, je dirais en équipe de France, j'ai commencé à me dire, là maintenant, tu t'y files. Et une fois que j'étais en tournoi, de toute façon, j'avais envie d'être performante. Forcément, on va pas à un tournoi pour être nul, on va pas à un tournoi pour perdre. Donc ouais, c'est là que j'ai commencé. En 2011, j'ai fait mes premières piges en équipe de France à 15. Et donc là, il y a tout qui s'est enchaîné, quoi. J'enchaînais le 7, le 15 tous les ans. Et j'avais limite plus le temps de me poser la question, quoi. Je voulais être performante. Et mes performances amèneraient à ma sélection, quoi. Mais c'était surtout, moi, mon but, être bonne sur le moment, sur le tournoi, sur le match. Et comment se place la notion de plaisir quand on arrive après dans une équipe comme ça où l'ambition, vous le dites, c'est pas d'arriver dans un tournoi pour pas essayer de le gagner. Comment se trouve l'équilibre entre le plaisir que vous ressentez à jouer au rugby et cette envie de bien faire ? Mais je crois qu'on ressent surtout le plaisir parce que après les matchs qu'on les a gagnés ou pendant le match quand on fait vraiment un gros match, quoi. Parce qu'avant le match, je parle pour moi, là. Je suis quand même stressée, j'ai peur de perdre, j'ai peur de pas être bonne. Mais je crois que ce sentiment, après un match, de se sentir
de se sentir heureuse parce qu'on a gagné le match, parce que personnellement on a fait un match abouti, voilà, on a été bonne sur ses points forts. Je crois que c'est surtout là en fait le moment où après le match on se dit waouh, en fait c'est trop bien quoi. C'est trop bien, on partage la victoire avec les copines. On se dit que nous, tous les efforts qu'on a fournis, et ça a payé parce que là aujourd'hui j'étais performante et qu'on va aller pouvoir chercher quelque chose d'encore plus grand la prochaine fois quoi. Et quel que soit le niveau, on va chercher un point de plus le prochain match, une place de plus dans le championnat, une qualification à un championnat de France, une qualification à une Coupe du Monde. Et je crois que c'est surtout ça le plaisir, c'est de se dire on se sent bien sur le terrain et on fait de bonnes choses quoi. Est-ce qu'il est proportionnel à la performance ? Est-ce que le plaisir partagé en groupe est plus développé encore quand il s'agit d'aller chercher une qualif pour les JO, d'aller chercher la médaille de bronze à la Coupe du Monde, ou à la base c'est la même chose quel que soit l'enjeu ? Je crois que la performance joue aussi sur le plaisir, parce que quand on prend des tôles tous les week-ends, c'est difficile d'y trouver du plaisir. Après, on perd pas, aucune équipe ne perd tous ses matchs pendant 5 ans d'affilée, c'est pas possible. Et après, le plaisir se retrouve dans d'autres conditions. Par exemple, mais je me rappelle, moi, à l'époque, les premières années à 7 où on perdait beaucoup. C'était très compliqué. Les autres équipes commençaient à passer pro. Nous, on n'était pas. On n'était pas bonnes, on faisait pas des bons matchs. Et on perdait toute la première journée, nos 3 premiers matchs, ils étaient perdus. Et notre satisfaction, c'était le 4e match, de le gagner, ou d'en gagner 1 sur 6, 2 sur 6. Et au fur et à mesure, ça vient comme ça. Mais effectivement, gagner quelque chose avec une équipe, gagner un match, gagner un tournoi, gagner un titre, c'est aussi ce qui rapproche et ce qui crée les souvenirs, quoi. On va écouter votre premier entraîneur. Elle a commencé le rugby à une époque où le rugby était loin de devenir un sport pour les filles. C'était une petite qui adorait le contact. Elle adorait énormément plaquer. Dans mon souvenir, c'est une jeune fille plutôt fluette. Elle avait toujours les cheveux tressés. Elle mettait un soin et une volonté farouche au plaquage. C'était assez étonnant. C'est quelque chose qu'on retrouve maintenant beaucoup dans vos entraîneurs, chez Didier Rottière également. Elle est incroyable en défense. C'est une plaqueuse hors norme. Est-ce que votre plaisir dans le match, il vient de là aussi, de cette sensation d'aller au contact, de faire subir l'adversaire? Effectivement, c'est ma caractéristique de jeu, quoi. J'aime défendre, j'aime plaquer. Et ouais, c'est venu de toute petite, quoi. Je disais tout à l'heure, mon père qui me disait « Marjo, t'es plus mince, t'es plus petite que les garçons, plaque aux jambes ». Et c'est vrai que cette sensation de faire tomber quelqu'un qui sur le papier est plus fort que soi, voilà, je trouve ça vraiment hyper agréable comme sensation. Et surtout à l'époque, quand je jouais avec les garçons, c'était d'autant plus plaisant quand j'arrivais avec mes cheveux hyper longs, blondinette et tout, de dire que les mecs en face, si j'ai pas envie qu'ils passent, ils passeront pas, quoi. J'avais déjà à l'époque mon petit caractère bien trempé. Le fait que ce soit des garçons, c'était encore plus valorisant pour vous? C'était encore plus amusant, surtout que j'entendais quand même des commentaires des autres équipes, même des entraîneurs adverses à l'époque qui disaient « mais c'est une fille, en gros, vous n'allez pas vous laisser plaquer par une fille ». Moi, plus j'entendais ça, et plus je prenais un malin plaisir à faire mes preuves et à montrer qu'une fille, elle peut jouer au rugby comme tout le monde, quoi, en fait. Donc, c'est un défi qui vous tenterait encore aujourd'hui avec l'équipe de France masculine? Là, j'irais pas me frotter à Mathieu Bastaro, par exemple, ou à n'importe quel mec. Je t'avoue que là, bon. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne, on s'entraîne avec les mecs de Masty de temps en temps, les cadets, les crabos de Masty. Et c'est même si maintenant, effectivement, quand on devient adulte, la force physique n'est plus la même. Je crois que on peut quand même coopérer, filles et mecs, pour jouer au rugby, quoi. Alors, on a une question pour vous, elle vient de Didier Rottière, le DTN. Bon, Marjo, je te pose la question. Est-ce que tu as envisagé peut-être de te reconvertir à l'entraînement quand tu auras fini ta carrière? J'espère pas trop tôt et que ça sera avec des médailles des Jeux. Mais voilà, je te vois bien entraîneur et je trouverais ça sympa. Et bonne question. Franchement, c'était pas quelque chose qui m'intéressait au départ, l'entraînement.
parce que je trouve que c'est quelque chose de très difficile, savoir transmettre aux autres. C'est compliqué, je pensais pas vraiment avoir cette capacité-là. Mais plus ça va et plus je me dis que j'ai appris quand même beaucoup de choses, que j'ai eu la chance d'apprendre de tous mes entraîneurs, de toutes mes coéquipières, de tous les staffs. Et je pense que ça serait dommage de pas m'en servir plus tard et en tout cas de pas essayer de transmettre. Après, de quelle manière, je sais pas encore, mais je pense que rester un petit peu après ma carrière quand même dans le monde du rugby et pourquoi pas essayer d'apprendre quelques petits trucs et essayer de transmettre un peu, je pense que ça me plairait. Ouais. Entraîner des filles ou des garçons, ça n'a pas d'importance ? Ouais, c'est pas quelque chose qui me tracasse plus que ça. C'est vrai que des filles, des garçons, après j'espère quand même que de plus en plus de filles vont pratiquer le rugby et je milite, mais je suis quand même, oui, pour la cause féminine et j'ai forcément une petite préférence, ouais, pour apprendre aux filles quelques petits trucs et pour en tout cas leur donner le goût de l'effort, le goût du rugby et l'envie de pratiquer ce beau sport. On vous a souvent posé la question, mais une fille qui pratique un sport de garçon, ça fait bizarre, mais on a beaucoup évolué depuis. Est-ce qu'elle est encore pertinente, cette question, cette volonté de différencier rugby des filles et rugby des garçons ? Non, je crois pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le rugby, j'étais dans un environnement où je me suis pas posé cette question. Et je crois que c'est finalement la bonne chose, quoi. Je crois que ça soit le rugby ou n'importe quel autre sport, il n'y a pas de question à se poser quand on veut pratiquer quelque chose, qu'on soit une fille ou un garçon. On peut, je pense, tout faire. Et oui, il y a quelques années, je pouvais comprendre qu'on dise que le rugby était un sport de garçon parce que c'était c'était ancré dans les mœurs, c'était ancré dans les mentalités, dans la société. Mais maintenant, je crois qu'on est en 2018, bientôt 2019, et maintenant la question n'a plus à se poser. Et avant, je sentais que ça partait vraiment d'un bon sentiment. On me posait des questions qui me semblaient un peu déplacées, mais je savais que c'était pas méchant ou quoi que ce soit. Mais maintenant, oui, je crois que ça doit cesser et qu'une fille qui dit à 12 ans, à 18 ans, à 26 ans qu'elle fait du rugby, mais ça doit plus poser de questions à personne et ça doit sembler tout à fait normal, quoi. Vous dites qu'avant, vous sentiez que les questions n'étaient pas posées méchamment, mais parce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un peu plus de condescendance ou Non, pas du tout, mais quand on me demandait, par exemple, on m'a souvent dit « t'es féminine et tu fais du rugby », ça partait d'une bonne intention. Mais c'est quand même, je trouve que ça reste quand même quelque chose d'assez choquant parce que je vois pas en quoi la féminité à avoir là-dedans, je vois pas en quoi la beauté à avoir là-dedans, je vois pas en quoi le physique à avoir là-dedans, on ne demande pas ça à un garçon. Donc oui, je crois que maintenant les mentalités ont évolué et qu'une fille qui pratique du rugby, c'est tout à fait normal et personne ne doit se trouver surpris de ça, quoi. Vous diriez quoi à une jeune fille aujourd'hui pour lui dire n'hésite pas, fais du rugby? Mais je crois que déjà, si elle a envie, faut y aller parce que faut pas passer à côté de ses envies, elle regretterait. Et je crois que c'est vraiment au-delà du sport et de ce qu'il représente en tant que pratique. Je crois que n'importe quelle personne qui a fait du rugby garde toujours des souvenirs fabuleux avec son équipe, avec ses entraîneurs et autour de vraiment des valeurs qu'il représente, quoi. On va écouter à nouveau Didier Rottière, qui nous parle de mixité, parce que ça fait partie de son job aussi, hein. Lui, il s'occupe des garçons et des filles. C'est vraiment les femmes qui renouvellent le rugby aujourd'hui. Elles font progresser le rugby. Et elles rénovent aussi notre manière de manager. Et les filles, elles sont moins marquées par la culture. Le rugby, club, très marqué qu'on a chez les garçons. Non, les filles, surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'elles veulent vraiment comprendre ce qu'elles font. Elles veulent donner du sens. Et elles font pas des choses qu'elles comprennent pas. Et donc voilà, elles sont toujours dans la demande en fait de s'approprier de tout ce qui est mis en place. Donc évidemment, j'ai la sensation des fois que les acquisitions, elles sont un peu plus durables et elles ont un peu plus de facilité, je pense, à mettre en place les choses. C'est un sentiment que vous partagez, vous. L'émulation, elle vient aussi de cette mixité ? Oui, bien sûr, je crois que ça, notamment chez les jeunes, je crois que ça apprend plein de choses. Et je crois que trop scinder les filles et les garçons...
c'est pas forcément une bonne chose parce que s'entraîner ensemble, apprendre à gérer le contact entre les deux sexes, c'est important pour le respect, c'est important pour créer des liens, pour apprendre à respecter l'autre. Un garçon, s'il est bien plus fort qu'une fille, va devoir un petit peu gérer sa force, gérer son corps, gérer ses actes. Et une fille va pouvoir aussi avoir envie de se surpasser. Et en tout cas, ouais, la mixité, pour moi, a de très bons avantages, même s'il y a des moments sur des gros matchs, arrivé à 18 ans, la force physique n'est pas la même. Mais en tout cas, chez les jeunes, je pense que c'est une très bonne chose pour les filles, pour les garçons, pour l'entraide, le respect qu'il y a entre chaque personne, chaque élève, chaque joueur. Vous voudriez pas expliquer un peu aux garçons que ça sert pas forcément tout le temps à grand chose de se rentrer dedans, mais que parfois faire le tour, ça marche aussi? Ouais, mais ça c'est vrai que c'est pareil. On dit beaucoup que depuis des années le rugby masculin devient un sport de brute. Mais je crois que c'est pareil. Ça dépend beaucoup des joueurs, ça dépend beaucoup du staff, ça dépend du projet de jeu, ça dépend de ce qu'on met en place et on a tendance beaucoup à comparer le rugby féminin et masculin, mais si on fait pareil chez les filles, dans 10 ans, ça sera exactement la même chose. Je crois que c'est plus un état d'esprit et un rugby à inculquer dès les plus jeunes catégories. Donc c'est pas une question pour ça de filles ou de garçons, je crois que c'est plus une question d'apprentissage. Philosophie. Est-ce que ça vous inquiète les drames qui arrivent aujourd'hui dans le rugby? C'est quelque chose que vous avez en tête, vous, joueuse de rugby, ou au contraire le travail est de justement mettre ça de côté pour se dire que sinon on ne peut pas avancer? Non, je crois qu'il faut y penser quand il se passe des choses comme ça. C'est très grave, c'est dramatique, mais je crois qu'il faut s'en servir pour réfléchir à des solutions pour éviter ce genre de choses, notamment sur la philosophie du jeu, sur les règles, sur le renforcement des joueurs, sur les catégories d'âge. Sincèrement, j'ai pas du tout d'idée tranchée là-dessus. Mais vous voudriez par exemple être impliqué dans une réflexion générale, ou vous voulez être encore trop sur le terrain aujourd'hui? Pour l'instant, non. Je pense que j'ai trop d'échéances trop importantes et là, j'ai pas le temps de. Je crois qu'il faut vraiment s'impliquer à fond quand il y a des sujets comme ça. Et je peux pas m'impliquer à 100% sur quelque chose de ce genre-là, mais oui, je pense que c'est hyper important, qu'il faut le prendre en compte. Il y a des dangers, comme dans tous les sports. Ça fait partie des sports à risque, j'ai envie de dire. Mais il faut tout faire pour éviter ça. Ouais. On va passer au portrait chinois. Frites ou salade? Salade. Par obligation ou par goût? J'aime pas les frites. D'accord. Dirty Dancing ou La La Land? Dirty Dancing. Dubaï ou Blagnac? Dubaï, étape du circuit A7. Ouais. Dubaï. Ouf. Dubaï pour vraiment l'ambiance du tournoi, le machin, c'est mon tournoi préféré A7. Ça va être entendu à Blagnac, ça, vous le savez. Ouais, c'est trop tard. Là, en cette période d'hiver, franchement, à ce moment-là, j'irais plutôt à Dubaï. Travail, la Marjorie que vous êtes aujourd'hui, ou farniente, la Marjorie dont nous parlait Alexandra tout à l'heure? Travail, mais bientôt farniente, j'espère. 7 ou 15? Ah, dur aussi, hein. Moi, les deux. Voilà, la première grosse échéance, c'est quoi? C'est 15, c'est le tournoi? Non, vous le ferez pas du coup. Cette année, qualif olympique quand même. Cette année, 7. D'accord, donc 7. Mbappé ou Zizou? Zizou. Ah, pourtant Mbappé, c'est votre génération. 2-3 questions maintenant. Si tu devais être un rugbyman? Je sais pas, Colby peut-être en ce moment-là, parce qu'avec ses appuis et tout, c'est pas du tout mes qualités, donc j'aimerais bien voir ce que ça fait d'aller si vite et d'avoir des appuis comme ça. Une chanteuse? Une chanteuse, actuellement là, Oshi. Une personnalité à qui tu aimerais apprendre à plaquer? Florent Dasque. Le meilleur moment de la journée? Quand je me mets au lit le soir. Une musique pour danser? Bailando. Une musique pour aimer? Bailando. La dernière question, vous nous avez parlé de vos souvenirs de vos premiers crampons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une routine quand vous chaussez vos crampons avant un match? Non, pas du tout. J'ai pas trop de tics comme ça d'avant-match, quoi. Non, rien de très spécial. Merci Marjorie de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. C'était une découverte pour moi, parce que je suis depuis longtemps sur le rugby masculin, mais je découvre le rugby féminin, c'était un bonheur. Merci beaucoup, c'était très sympa.
C'était Premier Crampon, un podcast Orange.